Nous sommes le 10 juin 2022 et le dernier convoi logistique de l'armée française quitte la base de Gao, au Mali. Là-bas! Là-bas! Écartez-vous! Reste là-bas! 10 jours de désert attendent ce dernier convoi de la mission Barkhane. 1200 km de piste pour relier Gao à Niamey, la capitale du Niger, en passant par la base avancée de Ménaka. La mission du convoi est d'évacuer les derniers matériels et infrastructures militaires qui doivent regagner la France. « 1200 km de sable et de poussière, effectués à une allure d'escargot, sous la menace toujours constante des groupes djihadistes. Cham, un PL civil avec du monde dessus, il s'est inséré dedans. Il va arriver, on le fait dégager 100 mètres là-bas. Avec le départ des troupes françaises, des groupes armés terroristes se sentent pousser des ailes et occupent progressivement des positions jusqu'ici défendues depuis presque 10 ans par les hommes de Barkhane. Craignant les attaques suicides, les consignes sont claires. Aucun élément extérieur ne doit approcher le convoi. Qu'est-ce que tu fous tout seul dans le désert ici, mon gros? Prends en photo sur la doucette. Putain, j'arrive pas à voir ce qu'il a à la main. Il se rapproche. Il y a une théière, je crois, à droite. C'est dangereux, chef. Il y a du monde là qui passe. Vas-y, vas-y. Je mets une sangle. Allez, là vous remettez les placons. Tu sangles et on y va. Ok. Pourquoi il s'arrête? Allez, c'est Ramsès 11 de Roméo 53 à l'arrêt. Il a cassé un Algeco, donc pour lui, réparation en cours. Dès les 10 miles, je garde à mon niveau Roméo 53 et Roméo 61. Je fais déboîter le reste du convoi. Les phases les plus dangereuses sont les phases où on est à l'arrêt. Il faut en permanence être sur le qui-vive. Allez, il lui en faut combien des sangles là? Je suis imbriqué directement au sein du convoi. J'ai pour mission d'intervenir en cas de problème, en cas d'incident, d'accident, de panne. Tout ce qui pourrait gêner à la bonne progression du convoi, je vais intervenir dessus. Faites ça vite, hein, ça bloque tout le monde. C'est bon? C'est bon? Ça va tenir là? Faut qu'on y aille là, faut qu'on parte. Ça pue ici. Bon, il y a toujours la menace IED, donc une bombe artisanale. On y va les gars, allez, allez, allez. C'est bon. Mais aussi tout ce qui va être attaque directe. C'est déborder le reste. Véhicule suicide ou du contact à l'arme légère. Garder à l'esprit que ça peut arriver, même dans certaines zones où on pense que c'est plus tranquille. Non, il y a toujours un risque, toujours une menace. Tout ça, pour se prémunir, il faut observer. C'est bon, vas-y, roule. Et je ne me voyais pas faire un travail de bureau, je ne me voyais pas ne pas bouger dans ma vie. Donc déjà, ça m'a conforté dans ce sens-là. Et surtout, derrière, pouvoir agir dans un sens commun, pouvoir s'incorporer dans quelque chose de plus grand. Et pour moi, l'institution militaire fait partie de ces choses-là. En tête de ce convoi, long d'une vingtaine de kilomètres, des éléments de reconnaissance du 125e régiment du train ouvrent la route et protègent les camions civils du convoi. Si c'est des tuk-tuk là, avec minimum 2 personnes, faut juste les faire s'écarter, t'es pas obligé de faire un warning shoot. Par contre, les motos tout seuls et les pick-up tout seuls, c'est warning shoot. Moi, ma mission là, c'est de protéger au mieux le convoi pour tout ramener à Niamey. Sattler, t'es en tape. En tape. Tu prends surveillance à droite.
le disais, pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique, même par rapport à ce qu'on fait, nous, avec nos véhicules. Rouler, quand on est en tête de convoi, avoir 100 véhicules derrière soi et juste trouver une piste. On ne sait pas où on va. Il faut regarder des pistes qui vont de partout. C'est du sable à perte de vue, la chaleur. Enfin, pour moi, c'est magnifique. On sait comment résister à la chaleur, au temps de conduite, au long convoi. C'est la découverte, c'est l'Afrique, l'aventure. Allez, on pèle. Là aussi, là, regarde. Essaye de dégager l'avant. Devant là, de casser le jeu. Un peu chez nous déjà. Putain, on n'a pas les plaques PSP, là. Côté, c'est comment? Ah putain, il est posé. Quand je vais tirer, tu ne touches pas tes roues pour l'instant, tu laisses comme ils sont. C'est bon? T'es prêt? Allez, 3, 2, 1, go! Allez, ramène! Allez, ramène la roue, ramène! Ah, c'est bon, parfait! Merci maman. Allez les enfants! Je peux chercher ma pelle, la vôtre de pelle. Je suis tahitienne. J'ai passé la plupart de mon enfance à Huahine, c'est une petite île dans les îles sous le vent. Allez, dépêche-toi, on est pressé. Allez, on embarque! La France a été un changement radical pour moi. Je suis partie avec ma vie. Ma vie se tenait dans 2 grosses valises et un sac à dos. Sattler. Ah là, ils arrivent là. Ah là, ça pue la merde cette histoire. Encore. Ah, ici 10 visuel sur le 4x4 en premier, pick-up à l'arrière, pas d'armement visible. Attitude non hostile, donc il continue sa progression en direction l'ouest. Pour nous, on a perdu le visuel, il se dirige vers votre direction. Je fêtais mes 31 ans le 15 avril. Mon pilote, il me dit, il y a un problème sur la roue, j'ai l'impression qu'elle est crevée. Donc on s'arrête, il vérifie, il prend 2 minutes pour vérifier ses roues, il remonte, il dit pas de problème, on peut continuer. On continue, 5 minutes plus tard, boum, ça explose. On a pété sur un IED, mais la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'a pas totalement pété. C'est qu'il y a les 3 quarts qui n'ont pas explosé. Et donc le VAB s'est fait éjecter un peu, j'ai réussi à le rattraper. Mais au début, on ne savait pas que ça avait pété. On s'est regardé, on s'est dit, c'est quoi ça? C'est la roue? Non, c'est pas la roue. Vous les voyez? Je vais vous montrer. Sur le moment, on est un peu perturbé. On sait qu'on a explosé. Et là, on se dit, on a eu de la chance. Dis-moi. Il y a des véhicules blancs qui sont là. Les 2 pick-up, 4 pick-up et 4x4 qui sont passés devant eux. Ouais. Le gros poids lourd, il s'est barré, il a coupé dans le truc. Il y a une moto qui descend là-dessus, là, comme ça. Et il y a 2 personnages qui sont là, en fait. La première personne à qui je pensais, c'était à mon fils. J'ai dit sur tous les véhicules, c'est sur le mien que ça... Enfin, là, on commence un peu à s'imaginer, en fait, le pire. Pendant un laps de temps, on s'imagine le pire. Mais c'est vraiment les choses à pas faire. Mais c'est naturel et c'est humain. Et on se dit, et si c'était plus gros? Et si c'était plus fort? Allez, on en va! Je remercie Dieu d'être toujours là. J'essaie de garder la tête haute en me disant qu'il y a des jeunes avec moi, je ne peux pas baisser les bras. On verra avec la suite comment ça sera parce qu'on sait que les post-traumas, ça ne peut pas venir maintenant, ça peut venir peut-être 2 ans, 3 ans, 1 an après. Et en fait, on ne sait pas, on attend de voir. Dans cette région du Mali, un peu plus hostile chaque jour, les véhicules logistiques sont des proies faciles pour les groupes djihadistes. Le seul moyen efficace de prévenir d'éventuelles attaques est de créer un bouclier mobile autour du convoi. C'est la mission de l'infanterie de marine. 33, je suis pas loin derrière vous, je dois être à 300 mètres, grand max, 400. Ah, suivi. De toute façon, à partir du méridien 17, là, on s'arrêtera, on aura au moins une demi-heure devant nous. Ma mission sur cette escorte, c'est d'éclairer, éclairer en tête, et donc donner de l'air au convoi en avant et sur les latéraux du convoi. 31. 31,
Combien? 31. La guerre, dans un premier temps, avant de venir, elle est un peu psychologique, parce qu'on se prépare à voir des choses. Donc on a peur avant de venir. On a peur sur les premières sorties avec nos griffons, avec la section. On a besoin de se rassurer. Donc il y a cette peur qui est inhérente et qui est quasi constante. Et la guerre, elle se matérialise tous les jours. Ok, tu vas prendre ton groupe, en débarquer, appuyer là par ta roulette, tu vas ratisser, on te récupérera là-bas. Et tu t'alignes sur 31. On se retrouve confronté à la réalité où on entend à la radio qu'un convoi a potentiellement sauté sur un IED. Là, on ressent le poids sur nos épaules de notre équipement. Tout de suite, on est remis dans le bain par quelques petits rappels qui nous font dire qu'en fait, ce pays est en guerre depuis longtemps. Et c'est cette réalité-là on a besoin de se la rappeler parfois. À 32 affirmatif, je suis en place au nord de 11, en dispositif débarqué. Parlez. Comme toute opération, elle a un début, elle a une fin. La France va vraiment réarticuler ce dispositif sans quitter le Sahel et sans quitter les opérations anti-djihadistes dans le Sahel. Tu prends celui qui dépasse de la lisière, courbé vers la droite. Je vais choper de l'eau. Robinson! Donc on quitte peut-être la région du Mali, mais on ne quitte pas le Sahel. On n'a pas décidé d'arrêter cette mission qui est essentielle sur le territoire africain. Ah, 32 bravo, 32 autorité, situation assurée. Alors que les soldats français de la mission Barkhane quittent le Mali, les mercenaires russes du groupe Wagner continuent de se déployer dans le pays. Depuis, plusieurs centaines de civils maliens ont trouvé la mort. Viens. Les civils, il faut qu'ils aillent encore plus large. À un moment donné, ça va bloquer là. On n'est pas là pour rigoler, on est quand même dans une zone assez dangereuse. La preuve, on a dû faire demi-tour parce qu'il y avait une attaque pas loin d'ici. Donc pour ceux qui montent la garde, si vous pensez que c'est un jeu, demandez à rentrer tout de suite à Gao. Moi je veux pas de personnes qui s'en battent les couilles et qui croient que c'est un jeu. C'est la vie de tout le monde, c'est la sécurité de tout le monde et c'est le devoir de chacun. Donc là, le prochain que je vois sans son SMB, sans son armement, peinard, les claquettes comme ça, il croit que c'est la plage, ben, je ferai remonter le compte rendu et après il prendra ce qu'il prendra. On a beau dire qu'il n'y a pas de femmes à l'armée. On a beau le dire, on le répète souvent. Il n'y a pas de femmes à l'armée, il n'y a que des soldats. Mais ben, c'est mentir parce qu'on nous fait comprendre quand même qu'il y a des femmes à l'armée. On attend beaucoup, je pense, à mon sens, on attend beaucoup d'une femme. Parce que, surtout une femme sous-officier. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Sur ce bon remake, bon séchage des affaires, bon appétit et à tout à l'heure. Les heures pour demain, les horaires pour demain, on les aura en transmission. Ça m'évitera de refaire un aller-retour. Je pense que j'ai réussi à m'imposer et à montrer que je peux commander. Et je suis obligée de montrer que je n'ai pas peur, quoi. Et si je dois aller au front avec mes mecs, j'irai. Tout ce qu'il y a là, il faut ramener ici. Quoi, on va faire quoi avec ça? Comment ça, on va faire? Attends que ça chauffe. J'ai une faim de loup, il y a un truc. Je mange, je me douche, je me couche.
Une patrouille à 7, une patrouille à 6. Il a tout le pack civil. Madre mio. Hola. Chiam, tu as le piment ou pas? Vas-y, je vais mettre de la sauce burger aussi dans mes pâtes. Oh, t'es cru qu'on était dans un restaurant gastronomique ou quoi? On mange pour se nourrir. On mange pas pour apprécier, on mange pour nourrir, pour se nourrir. Richard, regarde. Belle journée en perspective. Belle merde, hein. Oh, faut être optimiste. 90. Vas-y, 90 bornes. 90 bornes? Ouais, on va essayer de pousser à 100 quand même. Let's go. Donc moi, mon engagement, c'est d'abord un peu une tradition familiale. 4 générations qu'il y a des militaires dans la famille. Donc moi, mon idée, c'était toujours de servir l'autre, voire du pays aussi, évidemment. Mais servir mon pays, parce que j'ai une haute estime de mon métier et de ce qu'est la France. Mon choix de l'armée, ça a été un truc vraiment ridicule. Un peu quand même. J'ai vu une affiche, j'ai décidé du jour au lendemain de tout quitter. Je me suis dit pourquoi pas l'armée. Va pas trop loin de ton camion, hein. On va pas rester longtemps. Ouais, c'est le tout, mais va pas trop loin. Pour moi, l'armée, c'était un combattant. On avait un flingue et on partait au combat. Ensuite, par rapport à ma famille, ça a été très difficile. Très difficile parce qu'à Tahiti, on a du moins l'ancienne génération, ils ont une vision de l'armée qui est bien spéciale. Pour eux, tous ceux qui partent à l'armée, ils reviennent dans une boîte. 32-31, Ford est à l'arrêt. 31, j'ai pas l'information pour le moment. 31 de Réseau 30. 31. Pour l'instant, à l'arrêt parce qu'il y a une panne sur le convoi derrière nous. On attend donc que la panne soit réparée pour pouvoir reprendre notre vaisseau. 31. 10 suivi. À l'arrêt, oui, mais on peut pas rester ici. Faut qu'on sorte d'ici, ils s'en foutent de s'arrêter là. Ouais, 11 et 13 de 10. Ouais, 11 et 13 de 10, je vais vous demander de faire une halte sur place. Bonjour, ça va? Ils vont à l'école. Quelle idée. Bon, ça me casse les couilles, mais putain. Elle est en panne ou pas? Eh ben alors, elle est où la barre, les gars? Eh ben sortez-moi cette putain. Et on fait comment? Ouais, y a pas ça. Eh ben on fait quoi? On la laisse là? Eh, vous savez quoi? Ça va bien. Ouais, et y a pas de attends, gros. Pas d'attente. Ah, c'est bon, il comprend rien, gros, il comprend rien. Moins. Arrête. Oh, il fait quoi? Putain! Il y a une partie de la population malienne qui est très pro-France, qui savent, notamment dans les zones les plus touchées, ils savent qu'au passage de l'armée française, ça leur permet de respirer un petit peu, d'être moins harcelés par les groupes armés terroristes. Ah ouais, laisse tomber.
Laisse tomber, il est posé derrière là-bas. Il y va comme un con, viens voir, viens voir. Regarde ce qu'il a fait. Maintenant, si le flambeau est repris par la suite par les forces armées maliennes, il n'y aura pas vraiment d'incidence pour eux. C'est leur pays, c'est leur population. S'ils considèrent que c'est nécessaire pour eux, advienne que pourra. Le convoi arrive à Ménaka, proche de la frontière nigérienne. Ce camp a longtemps servi de base arrière aux forces spéciales françaises. Mais comme toutes les autres bases avancées de la mission Barkhane au Mali, le camp de Ménaka vit ses derniers jours avant sa rétrocession définitive aux forces armées maliennes. Plus de 4000 tonnes de matériel doivent être évacuées vers le Niger. Ok, c'est bon pour moi. Doucement. On est au plus proche des douches. Ce qui caractérise le soldat français, c'est la rusticité. Et donc oui, rustique parce qu'il fait chaud, parce qu'on est en ration, on a des lits picots pour dormir, on a des filets anti-chaleur pour se protéger du soleil. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Et finalement, on y prend goût. On arrive à y trouver du confort, à améliorer notre vie au quotidien en concoctant quelques petits repas. Et ça devient des moments chaleureux, des moments qu'on appelle des moments de cohésion. Donc des moments où on partage énormément de choses. C'est un retour aux conceptions profondes de l'âme. Ça veut dire qu'on vit des choses simples et elles sont poussées jusqu'à leur paroxysme. Je suis épanoui, je me lève avec le sourire tous les matins. Maintenant, le fait de venir combattre le terrorisme ici, à la source même, dans ces régions qu'on traverse, moi, ça me fait prendre conscience que si on les combat ici, c'est qu'on ne les combattra pas chez nous. Et tous les dommages qui pourront être causés chez nous sont évités parce qu'on vient combattre à la racine. On nous a demandé de venir pour empêcher cette descente des djihadistes vers le sud. Chose faite, on a contenu la menace, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Donc moi, en tant qu'officier, j'ai vraiment ce sentiment que la mission est accomplie, même si on est face à cette complexité du territoire. Depuis le départ des troupes françaises, la région sombre un peu plus chaque jour dans le chaos. 58 soldats français ont trouvé la mort durant les 10 ans de présence de la mission Barkhane au Mali. Plus de 11 000 civils sont morts dans les 3 pays du Sahel, au Mali, Niger et au Burkina Faso.